De nos jours, on remarque de plus en plus que les enfants manquent de respect à leurs parents. À quoi cela est dû? Est-ce que c'est parce que le parent a loupé son éducation ou est-ce que c'est peut-être l'enfant qui exprime une colère qu'il n'arrive pas à exprimer d'une autre manière? On en parle dans Les Femmes d'ici tout de suite. La chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer. Bonjour, bonjour et bienvenue dans votre émission préférée, Les Femmes d'ici. L'émission autorisée, l'émission en question, l'émission qui parle de tous les sujets. Et aujourd'hui, on a un sujet, je pense, Yasmine, dont on n'a jamais parlé réellement. C'est vrai. C'est voilà, le manque de respect des enfants vis-à-vis des parents. Parce qu'on voit aujourd'hui un peu ce qui se passe un peu partout, dans le monde même, de manière générale. Et l'idée m'est venue justement de faire cette émission. Et voilà, j'espère que toi, tu vas bien, ma chérie. Très bien, je vais super bien et le sujet me parle parce qu'on a souvent tendance à tout mettre dans la puberté et parler de crise d'adolescence. Mais en vérité, des fois, ce sont des blessures enfouies dans l'enfant qu'il exprime justement à la puberté, où il se sent homme, où il se sent femme, où il se dit, bon là, c'est le moment pour moi. Tu n'as pas remarqué, les enfants disent, quand j'avais 18 ans, là, ils vont voir. Quand j'avais 18 ans, là, ils vont voir. Non, quand il est proche, j'ai 18 ans, là. Il sait que là, ça peut être danger, là. Il t'exprime, mais de façon violente. Des fois, ça peut être la drogue, des fois, ça peut être la cigarette, l'alcool. Bon, ce n'est pas forcément des blessures qui nous emmènent à ça. C'est des petits vices, on les connaît. Mais je veux dire qu'effectivement, il y a beaucoup de situations comme ça. Et ce qui me dérange beaucoup, enfin, qui me dérangeait, c'est qu'on est toujours en train de pointer du doigt les enfants. L'enfant est mauvais, l'enfant est méchant, l'enfant est impoli, l'enfant est mal élevé, l'enfant n'écoute pas. Mais qu'est-ce que l'enfant a dû subir pour avoir un tel choc qui permet à l'enfant de faire certaines choses? Des fois, les parents devraient plutôt aller rechercher dans les blessures de l'enfant plutôt que d'exposer l'enfant devant tout le monde. C'est mon avis. C'est ça, je suis d'accord avec toi parce qu'il y a un moment où l'enfant il est adolescent, on peut comprendre qu'il se rebelle. Mais quand ça dépasse l'adolescence et qu'on arrive à un âge adulte où il y a encore ce genre de conflit, c'est pour ça justement qu'on en parle aujourd'hui. Et pour cela, nous sommes avec 3 professionnels. Et je vais commencer par présenter les femmes d'abord. Nous sommes avec Stéphanie Méral qui est psychopraticienne en thérapie brève. Bonjour Stéphanie. Stéphanie, non mais Stéphanie, lève-toi toi aussi. Dans une belle émission. D'abord, je salue ta maman. On peut lui faire un petit coucou. Aïe, pourquoi? Maman, on t'aime beaucoup, on t'adore, on te fait plein de bisous, on sait que tu nous suis. On est très heureuse de voir ta fille. On va faire doucement, qu'on ne va pas trop la secouer. On ne va pas trop la secouer. Stéphanie, bienvenue, bienvenue. Merci à vous. Nous sommes aussi accompagnés d'une très belle dame qui est Malia Derry, si j'exprime bien, qui est aussi psychomotricienne, n'est-ce pas? Oui, psychomotricienne et coach de vie. Bonjour, Malia. Malia, lève-toi un peu, le petit tour. Yalla, yalla, Maya, tu es belle. Ya Mustafa, ya Mustafa. On y va, Maïla. Ana bahibbik, ya Mustafa. Hey, chérie, je t'aime. Et nous sommes quand même avec, on va dire, un homme. Il fallait quand même équilibrer un minimum ce plateau avec un homme qui est psychologue aussi, qui s'appelle Nikes Kwasi. Nikes, bonjour. Il faut te lever. C'est le Kwasi là qui a fait que tu appelles le gardien comme poussière. Tu vas me tuer. Chaque nom a sa chanson dans cette émission. En tout cas, franchement. En tout cas, bienvenue à tous. Alors, avant de planter le décor, déjà, j'aimerais comprendre un peu vos différentes, je dirais, professions. Parce que, bon, on sait un petit peu ce que c'est qu'un psychologue, mais par contre, c'est un peu nouveau pour nous, le terme psychopraticienne en thérapie brève. Qu'est-ce que c'est, Stéphanie? Alors, en fait, il s'agit d'une psychothérapie qui utilise des thérapies brèves. C'est-à-dire qu'on utilise des méthodes qui donnent des résultats en peu de temps. D'où le terme thérapie brève. C'est-à-dire en un nombre très limité de séances, nous avons des résultats parce que nous allons travailler avec le subconscient, avec tout ce qui est enfui à l'intérieur de la personne.
D'accord. Cela permet de travailler au plus profond de soi-même. De soi, voilà. Un peu comme dans les films, quand on voit les gens chez les psychologues, on dit fermez les yeux et repartez dans votre passé. Est-ce que c'est un peu une sorte d'hypnose? Est-ce que tu utilises l'hypnose? Effectivement, l'hypnose fait partie donc, des thérapies que j'utilise. Et c'est pas vraiment comme dans les films. Hein. Et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne. Très bien. Et toi, Maïla, psychopraticienne. Psychomotricienne. On va y arriver. Coach de vie. OK. Alors, on va dire que dans la pratique, la psychomotricité, enfin dans la pratique, le théorique, c'est le lien entre le corps, l'esprit et les émotions. Donc voilà, et au niveau du coaching de vie, c'est plutôt l'atteinte des objectifs et souvent il y a ce qu'on appelle l'auto-sabotage. Donc c'est des choses qui reviennent et qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Et on dit vie parce que du coup, ça va toucher l'éducation, ça va toucher les habitudes, le professionnel. Donc dans la pratique, on fait aussi notamment beaucoup de guidance parentale. C'est en lien avec le sujet d'aujourd'hui. C'est un sujet qui te parle aussi. Oui, très bien. Et toi, alors, Nicaise, est-ce que ça te parle un peu ce qu'elles font? Est-ce que ça rentre aussi dans ton cadre? Effectivement, ça me parle parce que c'est des spécialités qui se rejoignent, qui travaillent de concert pour l'amélioration du cadre de vie de l'individu. Et donc, en tant que psychologue, je fais partie de ces professionnels-là qui sont dans la guidance, qui sont formés pour guider, pour aider les êtres humains qui ont des difficultés d'adaptation avec leur propre personne et des difficultés d'adaptation avec leur environnement. En tout cas, les messieurs, ils veulent te perturber. Ce n'est pas besoin de choquer comme eux. À cause de mon monsieur assis sur ce plateau-là. Mon frère, il faut bien nous expliquer. Nous, les enfants, on comprend. Les trois, les choquants m'ont dépassé. Donc, tu dis, toi, tu aides les enfants, comment? Ils ne comprennent pas la partie-là. Pas les enfants. Nous tous, pas que les enfants. Enfants, adolescents, personnes adultes. Quand il y a un problème, on vient chez toi, quoi. Effectivement. Et puis toi, tu nous aides. Bon, c'est toi. Oui. Quand tu as un problème, tu viens chez moi. Et moi, je suis bien placé pour comprendre. Des problèmes psychologiques. Des problèmes d'ordre psychologique. Je suis bien placé pour comprendre le fondement psychologique des problèmes que tu avances. Ah, d'accord. Et je t'aide à comprendre ce problème de sorte que ensemble, on puisse trouver les solutions. Alors, dans le cadre d'ailleurs de cette émission, est-ce qu'on peut déjà planter le décor en donnant la définition du manque de respect et quels sont justement les principaux facteurs qui peuvent emmener un enfant à manquer de respect à son parent, déjà? Est-ce qu'on commence par toi, Stéphanie? Dis-moi. Selon le cas que tu as vécu, hein. Oui. Le cas pratique. Hein. Alors, en fait, déjà, on a tendance à considérer qu'un enfant nous manque de respect lorsqu'il ne respecte pas les règles qu'on établit, déjà. Lorsque l'enfant dépasse certaines limites en utilisant des mots qu'il ne faut pas ou un ton qui n'est pas adapté. On ne peut pas s'adresser à ses parents n'importe comment. Donc il faut respecter des règles de politesse déjà. Et si on les dépasse, c'est un manque de respect. Certaines fois, le manque de respect peut également se voir dans la gestuelle, la manière dont l'enfant peut réagir avec un regard, avec juste une ignorance, le fait d'ignorer le fait que le parent lui parle, etc. Tout ça, ce sont des signes de manque de respect. Claquer la porte. Voilà, par exemple. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord aussi avec cette, on va dire... Oui. Après, le fait, souvent on prend par rapport à un enfant, quand il y a une opposition, on le traduit par un manque de respect, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc il y a vraiment cette frontière où il faut faire attention, parce qu'un enfant, par exemple, qui va questionner une règle de manière polie, juste dire peut-être qu'il n'est pas d'accord ou qu'il essaie de comprendre, c'est pas un manque de politesse, c'est de l'autonomie, il a besoin de s'affirmer. Et du coup, si, par l'éducation que nous, on a reçue, on le prend comme un manque de respect, on risque de casser l'enfant. Et après, les parents vont se dire, il n'a pas confiance en lui et tout. Mais c'est une des raisons aussi. Donc, il faut faire attention. Le manque de respect, c'est vraiment dépasser les limites fixées, insulter, crier ou avoir des gestuels inadaptés. Mais faire preuve d'opposition, entre guillemets, saine, c'est pas un manque de respect en tant que tel. Donc voilà, il y a une petite frontière à... Donc ça veut dire qu'un enfant, on lui dit « ne fais pas », mais lui, il fait. Tu considères pour toi que ce n'est pas un manque de respect, c'est juste qu'il veut tester quelque chose de nouveau qui est différent de ce que le parent lui inculque? Non. Alors, si on lui dit « ne fais pas » et qu'il fait, c'est un manque de respect parce qu'il a transgressé des limites. Mais si on lui dit « ne fais pas » et qu'il demande
pourquoi. Oui, parce que Ou oui, j'ai envie c'est de vrai. le faire. Souvent, il y a des enfants qui disent mais pourquoi et tout. Et puis le parent dit non, mais tu me manques de respect en me demandant pourquoi. Voilà. J'ai dit, tu fais. Tu poses pas de questions. Oui. Comme un robot. Oui, on n'est pas obligé de tout justifier, mais si l'enfant pose des questions, parfois, on peut juste répondre ou bien, par exemple, on lui dit tu sors pas, tu vas pas à cet anniversaire. Il va venir, il va demander, il va un petit peu insister. Oui. Je pense que casser ça, ça veut dire aussi pour l'enfant, dans la vie de tous les jours, quand tu veux quelque chose et que tu as un non, tu abandonnes. Non, tu peux essayer, mais dans les limites. Voilà, il y a des limites. Il faut pour ça que les limites soient clairement définies. Alors, Aurélie, c'est comme des parents qui disent que quand tes chaussures se renversent, tu as tué ta grand-mère au village. Bon, l'enfant, lui, quand il va à l'école, même quand on dit de déposer la chaussure pour aller faire EPS Sport, les chaussures des gens sont renversées. Leur grand-mère ne meurt pas depuis. Donc l'enfant dit, mais maman, chaussure est renversée, la grand-mère ne meurt pas. Pourquoi je dois remettre la chaussure à l'endroit? Tu es impoli. Si tu veux que le génie là te tue, bon, l'enfant ne comprend pas ça. Et là, ça devient un problème. On lui inculque, en fait. Nous, on est nés pour trouver ça. On nous a dit, nous, on a respecté. À notre époque, on ne posait pas de questions. Donc, on fait comment? D'accord. Alors, moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est que déjà, on va planter le décor concernant le manque de respect. Pour qu'il y ait un manque de respect, il faudrait qu'on partage déjà les mêmes normes, les mêmes visions, les mêmes valeurs. Parce que, je prends un exemple, ce qui est un manque de respect pour Yasmine peut ne pas être un manque de respect pour moi. Donc, déjà, avec l'évolution galopante, nous, on va dire, nos parents avaient leurs normes, leurs règles, qui ne sont pas du quotidien des enfants aujourd'hui. Donc, du coup, ne partageant pas les mêmes réalités en termes de normes et de règles, l'enfant peut penser bien faire parce qu'il voit que ça se fait. Et pour le parent, ça ne se fait pas. Du coup, déjà, quand on ne partage pas, c'est difficile de mettre la notion de manque de respect. Mais quand on partage et que l'enfant sait que ça fait partie de mon quotidien, du quotidien de mes parents, un non est un non. Et donc, quand on doit transgresser, il y a les manières de le faire, comme le dit la spécialiste. Mais est-ce qu'on ne devrait pas plutôt expliquer à nos enfants, après vous trois, ce que vous venez de dire, je t'interdis de faire ça parce que voici pourquoi tu ne dois pas le faire. Expliquer les inconvénients de la situation. Pourquoi est-ce que tu ne devrais pas sortir les soirs ou ne pas rentrer à minuit, par exemple? Si tu vas à un anniversaire, tu ne fais pas comme les autres. Parce que ici, voici ce qu'on inclut comme valeur. Plutôt que de dire non, c'est non, et puis l'enfant se braque. Est-ce que vous ne pensez pas que la communication expliquée à l'enfant serait quelque chose déjà de bien? Moi, je pense que pour ça, il faudrait que le parent lui-même ait réfléchi à la réponse qu'il va donner. Parce que très souvent, on rencontre des parents qui vont dire non par précipitation, sans avoir pris le temps de réfléchir de pourquoi ils ont dit non. Et après, ils reviennent sur leur non, enfin, ça se transforme en oui. Et c'est par exemple, ça, c'est quelque chose qu'on déconseille aux parents parce que pour l'enfant, c'est un manque de stabilité et que l'enfant, le parent, pour l'enfant, la parole qu'il dit, elle change. Voilà, il change. Voilà. Et au-delà de ça, pouvoir tout le temps expliquer, oui, dans un monde idéal, effectivement, ça serait possible. Donner d'explications de l'explication tant que c'est possible, mais après, des fois, on peut manquer de temps et dire non. Non à un enfant. Donc, pour des choses qui ne sont pas très, on va dire, très importante, mais encore une fois, ce qui est important pour un enfant n'est pas forcément pour le parent, mais c'est juste de prendre, je pense, le temps d'avoir un échange chaque jour avec l'enfant, de s'accorder 10 minutes avec un enfant. S'il y a des choses dans la journée qui sont passées et il veut poser des questions là-dessus, il peut. Et des fois, l'enfant n'a pas forcément besoin de plein d'explications. Des fois, on dit non parce qu'on n'a juste pas envie et c'est OK. Mais justement, c'est ce que je voulais demander, parce que est-ce que c'est le manque de temps, souvent qu'on n'accorde pas aux enfants, qui fait que l'enfant peut, à un moment donné, se rebeller, même à l'âge adulte? Parce que aujourd'hui, même le sujet, ce n'est pas forcément l'adolescence, parce qu'on sait déjà qu'à l'adolescence, l'enfant va se rebeller un petit peu. Quand on va dire non, il ne va pas comprendre, Mais il y a cette ligne, en fait, où l'enfant grandit et continue d'avoir un conflit à l'âge adulte entre son parent et lui. Est-ce que c'est dû justement au fait que depuis l'enfance, il a manqué de temps avec son parent? Quelles sont ces causes-là qui font que justement il peut y avoir des conflits à l'âge adulte? Bon, en termes de causes des conflits qui persistent jusqu'à l'âge adulte, on va dire qu'il y a plusieurs facteurs. Je prends déjà un facteur. Quand on est enfant, on est comme une éponge, on absorbe tout ce que les parents nous disent, sans pouvoir donner notre mot. Okay? On arrive à l'adolescence, on commence à découvrir de nouvelles choses et on prend nos marques, on comprend de par nous-mêmes. Et comme l'adolescence est une période qui naturellement est tumultueuse,
voilà, on arrive à se rebeller quand même, mais en regardant ce que nous voyons de nos propres yeux. À l'âge adulte, nous sommes plus ou moins émancipés, l'être humain est émancipé, il est capable de faire ce qu'il peut par lui-même et aura tendance à prendre définitivement sa propre voie. Et cette voie que cet adulte prend peut ne pas être la voie qui a été tracée inconsciemment ou bien consciemment par le père ou la mère. Du coup, la rencontre entre ce que le père et la mère veulent et ce que l'adulte veut aujourd'hui comme orientation nouvelle, il y a forcément un choc. Du coup, quand il n'y a pas de communication pour s'asseoir, pour dire pourquoi je ne prends plus cette voie et que c'est celle-ci qui me plaît à l'âge adulte, s'il n'y a pas de communication, on fait un langage de sourds. Et voilà, les tensions ne font que monter. On va continuer à parler de ça tout juste après la pub. Toujours dans votre émission préférée, Les Femmes d'ici, nous sommes à la deuxième partie de cette émission qui est consacrée au manque de respect des enfants vis-à-vis des parents. Alors, si vous n'avez pas suivi la première partie, restez là parce que nous sommes avec 3 professionnels, dont Stéphanie Méral, qui est psychomotricienne en thérapie brève, Maïla Bedri, qui est psychopraticienne, je vais y arriver. C'est l'inverse. Oh là là. Psychomotricienne. Psychomotricienne. Et Nikes Kwasi, qui est psychologue. Alors, tout à l'heure, donc, Nikes, tu parlais justement quand on arrive à l'âge adulte, il peut y avoir un conflit entre ce que l'enfant veut, enfin, ou même, je dirais, l'adulte, hein, qui est le parent, et leur enfant, par rapport à leur volonté d'évoluer. Mais est-ce que ça, c'est considéré comme un manque de respect? Parce que moi, je peux décider de devenir médecin, et puis mon papa dit non, tu vas faire comptable. C'est pas un manque de respect de décider de choisir sa voie. Même si c'est un peu une sorte de conflit. Ah ouais, mais là, on parle vraiment de conflit où ça rentre même dans des injures, dans des insultes. C'est à là que je veux en venir. Pourquoi, justement, on en arrive à ça, en réalité? Stéphanie. Alors, J'en reviens à toi tout de suite. D'accord. En fait, ce qui se passe, c'est que pendant toute notre vie, on enregistre et on grandit en fonction de la terre dans laquelle on a été planté. Oui. Donc, l'environnement de vie, les interactions entre les uns et les autres, et surtout les parents, nous conditionne à être la personne que nous sommes à l'âge adulte. Lorsqu'on a grandi dans un environnement où il n'y avait pas d'entente, où il n'y avait pas de communication, où c'était compliqué de grandir, par exemple si on est dans un foyer conflictuel, où il n'y a pas d'entente entre le père et la mère, par exemple, on peut grandir avec des traumas et parfois on n'a rien su faire de ça. Et personne ne nous a entendus ou nous a écoutés. Et on grandit avec ça. Et on grandit en ayant à l'intérieur de nous parfois une rancune. Parfois, on en veut à quelqu'un. Et parfois, on en veut à la victime, d'ailleurs. Hein. Parfois, on peut en vouloir à une mère qui a été victime, par exemple, d'abus de la part du père. Ce sont des cas que j'ai souvent en cabinet. Oui. J'ai des cas, par exemple, de jeunes adultes qui ont du mal maintenant à aller plus loin dans leur vie parce qu'ils ont grandi avec un père abusif, avec une maman victime, qui n'a peut-être pas pu réagir quand elle aurait dû. Certains qui enfants, veut, en fait, à leur maman de ne pas avoir eu la force le courage, et le courage de sortir de cette situation. Effectivement, ou de ne pas avoir su protéger les enfants. Et du coup, souvent, on est un adulte avec plein de choses comme ça à l'intérieur de soi et on ne sait pas quoi en faire. Et quelquefois, ça sort comme un volcan, là, comme ça, pouf, ça ressort par des paroles violentes. Et ce qui est dangereux, c'est que quelquefois, on reforme un nouveau foyer et on ramène tout ça avec nous et on ne sait pas mieux faire finalement. Parce que si on n'a pas cherché à faire une thérapie, à aller mieux, à se soigner, on va avoir tendance à reproduire un petit peu tout ça. D'où l'importance vraiment de chercher à en parler à des professionnels de santé, chercher à avoir quelqu'un pour nous aider à aller mieux, pour s'en sortir, pour ne pas répéter de génération en génération les mêmes schémas. Et bien justement, je suis vraiment... si je pouvais avoir une cellule de lutte contre ça. Vous avez parlé de victimes, des mères qui sont victimes de violences domestiques, entre griffes. Effectivement. Les enfants, en général, quand la maman est victime de violences domestiques, ils sont traumatisés. Ils ont honte à l'école, là, c'est pas toi, ton papa frappe ta maman tous les jours, là. Tu deviens vraiment... tu es rejeté de la vraie société, enfin de la société. Finalement, tu commences à marcher
on va dire qu'elle est vagabond du quartier. Parce qu'il faut que tu aies des amis quand même. Tu veux que tu sois dans une société. Et on ne te comprend pas, on te traite peut-être d'enfants bandits, d'enfants délinquants, d'enfants drogués. Il y en a qui se réfugient dans la drogue, fumer ou autre chose parce qu'ils veulent sortir de ce monde. Et comme on dit, ça les rend plus calmes. Et ils s'en foutent quand ils rentrent que le père est en train de frapper. Eux, ils sont dans leur mood. Mais ça, les parents ne le voient pas. Mais après, ils accusent l'enfant. Ce qui est grave, c'est que les mères qui sont victimes n'ont pas le courage de sortir. Mais elles en veulent aux enfants qui sont restés là, qui ont souffert. Et personne n'a guéri ces enfants-là. Et quand ces enfants grandissent, il y a un litige entre eux et les parents. Les enfants ne veulent plus entendre parler des parents ou alors ils se rebellent. Comme Aurélie a dit, si tu dis que tu fais médecine, elle fait chanteur même. Là où ça te fait mal. Parce que c'est comme si l'enfant, il n'a plus de vie. Sa vie, c'est la vengeance. Et il devient autre chose. Comment vous pouvez régler ce problème-là, vous trois? Comment on règle une situation d'un père qui a été abusé, d'une mère victime, mais qui n'a pas non plus été saine, et puis l'enfant a vu tout? Avant même d'en arriver aux solutions, même tu as souligné quelque chose aussi qui est important, c'est que souvent aussi, il y a la mère qui en veut à l'enfant d'être né simplement. C'est vrai. D'être né que oui, tu es venu, tu as gâché mon foyer, tu as fait jusqu'à aujourd'hui, voilà, mon mari même, il va voir ailleurs. Ça, c'est une des causes notamment de ça. Est-ce qu'il y a aussi d'autres causes qui peuvent emmener justement un enfant à vivre avec ce genre de traumatisme et à en vouloir à leurs parents? À part ça, qu'est-ce que vous avez vécu, vous, dans vos cabinets respectifs, des cas? Moi, je pense qu'il y a aussi ce côté de manque de limites. Souvent, les parents pensent que dire oui tout le temps à un enfant, c'est bon pour lui. Et malheureusement, c'est été prouvé, quand il y a eu l'éducation bienveillante, par exemple... Éducation positive, voilà. entre guillemets. C'était très mal compris parce que dire non, c'est pas négatif. Dire non pour la protection de quelqu'un, c'est pas négatif, c'est plutôt positif, c'est de l'amour qui est exprimé juste par un évitement, donc on fait pas quelque chose. Et aujourd'hui, il y a des parents qui, du coup, veulent tellement exprimer cet amour à l'enfant. Peut-être qu'eux ont eu des parents qui étaient comme ça ou au contraire très autoritaires. Et ce qui se passe, c'est que le parent, l'enfant veut quelque chose, oui, plein de cadeaux et tout. Et alors, pour l'enfant, ce qui va se passer, c'est que il a besoin de limites, il a besoin de quelqu'un qui apprenne à gérer ses frustrations parce qu'à l'âge adulte, ou bien même quand il va à l'école, il y a des gens qui vont lui dire non. C'est pas que ces gens-là ne l'aiment pas, c'est juste que c'est comme ça. Dans la vie, il y a des règles, tu dépasses le feu rouge, il y a des conséquences, tu peux faire un accident. Donc, le souci avec ces enfants-là, c'est que ce qu'on appelle aussi des enfants rois, exactement. Et à un moment donné, ils vont persécuter en fait un peu le parent. Moi, j'ai reçu un enfant qui a 4 ans, et qui a bientôt 5 ans, il frappe à l'école, il ne respecte pas ses parents, il traite sa mère de menteuse et tout. Et moi, quand il est venu en séance, directement, on a mis des règles. Il rentrait, par exemple, sans frapper à la porte. Je me suis mise à son niveau et je lui ai dit, tu n'as pas le droit, tu veux rentrer, tu tapes. Et quand je te donne l'autorisation, tu rentres. Et une fois que ça a été mis en place, par exemple, avec moi, et que la mère, je lui ai dit de mettre ça en place à la maison, elle me dit, ah, il tape avant d'entrer, il demande, il dit pardon. En fait, les enfants ont besoin de limites et d'apprendre à gérer les frustrations. Et par exemple, si moi, je sors avec quelqu'un et que je lui dis je pars en soirée à je ne sais pas quelle heure, je sors, et il me laisse tout faire. À un moment donné, je vais aller dans de la provocation parce que je vais me dire cette personne, elle ne m'aime pas, en fait. Effectivement. Il n'y a pas de protection. Et les parents ont ce rôle, en fait, de devoir dire non quand il faut à un enfant. Et si l'enfant pleure ou qu'il crie, il a le droit de ressentir ses émotions. Mais c'est juste qu'il y a un cadre aussi par rapport à ça. Tu as le droit, tu es frustré, tu peux aller dans ta chambre et quand tu te sentiras mieux, on pourra en discuter. C'est normal qu'il ressente cette colère-là, mais il va apprendre à la gérer. Les conflits sont sains. Dans toutes les relations, les conflits sont sains. Mais c'est la manière, en fait, de pouvoir gérer ces conflits qui va apprendre à l'enfant plus tard dans sa vie comment gérer quand il y aura des conflits. Et qu'est-ce que tu en penses aussi, Nicaise? Ce que j'en pense, c'est que moi, j'ai suivi un cas, pas personnellement, mais avec des amis. J'ai suivi un cas où le jeune, il s'agissait d'une jeune fille qui, à l'âge, on va dire, adolescence et adulte, n'avait presque pas de contact avec la mère. Pourtant, elle connaissait bien la mère. Elle connaît sa mère, elles sont ensemble. Mais elle prend d'autres personnes pour sa maman. Pas qu'elle ne sait pas, elle le sait. Mais ce contact fusionnel entre elle et sa maman n'existe pas. Mais pourtant, elle le fait avec d'autres personnes. Et donc, il s'est avéré que, quand on va un peu loin,
au départ, vous les femmes, vous avez un lien très fusionnel avec les enfants. Donc là, je parlais d'un cas de jeune fille. C'est ça. Donc du coup, il y a un lien très étroit entre la mère et la fille, par exemple. Un lien très, très étroit. Du coup, il y a des actions qu'on fait dont on ne mesure pas la portée. Par exemple. OK? Donc, la maman peut avoir un comportement qui met l'enfant dans l'insécurité. Par exemple, je prends un cas. Quand vous allaitez vos enfants, il y a forcément une posture qu'on vous recommande. Et les enfants sont très sensoriels. Étant sensoriels, la manière dont vous portez vos enfants, ils se sentent en sécurité ou bien en danger. Bébé, là. Oui, le bébé. Lui, il peut savoir tout Même ça. le bébé étant dans ton ventre, il ressent ce que tu vis ici. Ah oui, Ils sont sensoriels. Du coup, la manière de prendre l'enfant même lui transmet un message. Comme quoi, par exemple, je n'aurais pas voulu que tu sois là. OK? Ou bien, tu es là, tu me gênes. On ne le lui dit pas, mais dans les actions, bah oui, ça peut casser quelque chose, donc mettre l'enfant dans l'insécurité. Du coup, l'enfant qui n'a pas mot à dire va grandir avec. Et inconsciemment, je dis bien inconsciemment, va développer un rejet vis-à-vis de la mère. Parce que cela se transmet de façon inconsciente. L'enfant ne décide pas de dire, bon, comme à 1 an, tu ne m'as pas bien allaité, tu ne m'as pas bien sécurisé, je ne suis pas d'accord avec toi aujourd'hui. Non, c'est de façon inconsciente. Donc, inconsciemment, on nourrit le conflit vis-à-vis de nos enfants, hein, surtout la mère qui a un contact très fusionnel avec l'enfant. Donc, à l'âge adulte, et l'enfant et la mère ne peuvent ne pas comprendre ce qui les divise. Ce qui les divise. C'est ça qui est grave. Nous, on appelle ça la sorcellerie. Effectivement, puisqu'on n'a pas de base pratique sur laquelle mettre ce comportement, tout est réuni, mais les deux ne s'entendent pas. Donc, on va dire que c'est soit la sorcellerie ou bien les mauvaises fréquentations, mais on oublie que ce lien fusionnel, quelque part, a été brisé par soit un manque de sécurité qu'a ressenti l'enfant à un moment donné. Il y a aussi le cas des parents qui sont toxiques. Aussi. Ah, il y en a beaucoup. Des parents toxiques, mais on ne sait pas réellement qu'est-ce qu'un parent toxique. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer le fait qu'un parent soit toxique et qui emmène justement ce genre de conflit-là? Alors, je dirais... un parent toxique pour Déjà, même pour commencer. Et les types de parents toxiques qu'il peut y avoir. Alors, je dirais qu'un parent toxique, c'est un parent qui ne fait pas attention aux besoins de son enfant. Et du coup, par son comportement, fait du mal à son enfant, de manière peut-être indirecte ou inconsciente ou involontaire, évidemment. Mais la toxicité de ce parent, ça peut être de ne pas prendre en compte les émotions de l'enfant, de ne pas écouter s'il a quelque chose à nous dire, de ne pas expliquer, par exemple, qu'on parlait de règles, de ne pas expliquer pourquoi je te dis non, pourquoi c'est pas bien de faire ça. De ne pas prendre le temps d'écouter cet enfant, ou parfois de faire passer ses besoins personnels avant celui de ses enfants. De vraiment parfois même culpabiliser son enfant pour certaines choses. Et là, du coup, l'enfant grandit avec vraiment des émotions très, très négatives à l'intérieur de lui. Il ne s'est pas senti en sécurité avec son parent, il ne s'est pas senti écouté, il ne s'est pas senti aimé. On peut aimer très fort son enfant, mais ne même pas réussir à le lui faire sentir, à le lui faire palper. Je suis totalement d'accord. Vraiment, ça m'arrive très souvent en cabinet d'avoir des gens qui me disent « j'ai pas eu l'impression d'avoir été aimée ». Et pourtant, au fond de moi, je sais qu'elle m'a aimée, mais je ne l'ai pas ressenti. Il y en a qui aiment les hugs. Comment on dit hug? Les câlins. Les enfants, eux, c'est les câlins. Même s'ils sont comme âgés, ils veulent les câlins, les bisous, toujours les caresses. Il y en a qui ont ce manque d'affection, surtout les enfants qui grandissent souvent où le papa n'est pas là. Ils ont besoin doublement de ça, plus que même l'argent et le bonheur qu'on peut leur apporter avec le matériel. Il y a des enfants aussi qui voient leur maman changer de copain. Les petits garçons sont très méchants. Hein. D'abord, quand ils ne sont pas prêts pour d'autres personnes. Hein. Donc, quand la maman change, bon, c'est pas bien de changer, on le sait. Mais chacun son éducation. Quand la maman a plusieurs gars dans la maison et que la maman est en conflit avec son gars, quand l'enfant assiste à ça, il commence à... Il y a des gens qui veulent se suicider. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on fasse du mal à leur maman. Ils ne veulent pas qu'on insulte leur maman. Ils ont l'impression que leur maman est faible. Ils en veulent à la société. Et l'enfant, donc tu ne comprends pas à quel moment tu as raté l'éducation de l'enfant. Mais c'est ta vie privée même des fois qui joue sur les enfants. Et les enfants sont forts dedans. C'est ça, hein, parce que tu peux donner une éducation à ton enfant en disant ne fais pas ci, ne fais pas ça, c'est pas bien, il va à l'église, il faut faire le catéchisme, il faut faire ça. Mais le parent lui-même n'est pas un exemple parce que quand il rentre à la maison, l'enfant est
est face, comme on dit, à un conflit de famille. L'enfant est face à une maman qui, comme on dit, ou à un papa toxique. Comment est-ce que vous avez reçu ce genre enfin, vous avez reçu des enfants comme ça qui traversent des difficultés comme ça avec les parents et qui aujourd'hui en veulent à leurs parents? Vous avez des exemples un peu pratiques? Moi, il y a un terme auquel je fais assez attention. C'est le côté parent toxique. Moi, je dirais parent qui a un comportement toxique plus qu'un parent toxique. Parce que généralement, le comportement même du parent va être dû à quelque chose dont lui-même a vécu. Voilà, il a vécu et qu'il n'a pas... il ne reçoit que il ne donne que ce qu'il a reçu, en fait. Voilà, d'une certaine manière, surtout s'il n'a pas fait un travail sur lui. Donc, je me dis, en soi, un parent qui a eu voilà, une éducation plutôt saine, parce qu'il n'y a pas de perfection, généralement arrive à donner la même chose, ou bien à se remettre, on va dire, en question. Et moi, j'ai connu quelqu'un, on va dire, enfin, c'est plutôt dans ma vie personnelle, qui, quand je veux dire qu'il est mort de ça, mais en fait, il s'est laissé mourir parce qu'il reprochait à son père d'avoir été, en fait, un mauvais père. Qu'il avait été dur. Et en fait, tout ce qu'il a fait dans sa vie, même après la mort de son père, c'était pour rendre fier son père, montrer qu'il a réussi. Mais il était malheureux en soi parce que, de base, moi, ce que je lui ai dit, c'est que quand tu étais petit, oui, effectivement, à cet âge-là, quand ton père il a fait certaines choses, tu n'avais pas le choix. Mais à l'âge adulte, à partir du moment où tu ressasses à chaque fois ces choses-là, c'est comme si en fait c'est toi qui prends le couteau et tu te blesses toi-même parce que lui, il l'a fait à un moment donné. Et clairement, c'est dur. Mais à toi de savoir, est-ce que tu veux rester en mode victime ou prendre en fait un peu plus le contrôle de ça et travailler là-dessus. Je ne dis pas que c'est évident, clairement, et c'est une grande étape d'accepter parce qu'il y a la phase de déni, il y a plein de choses. Mais aujourd'hui, moi, à la fin, on va dire sur son lit de mort, j'ai vu quelqu'un qui était malheureux et qui en voulait à la planète entière par rapport à son père. Ce que son père a fait, clairement, ce n'est pas l'idéal. Mais à un moment donné, on va dire c'est l'enfant intérieur qui n'est pas allé voir, qui a pris le dessus sur tout dans sa vie. Et voilà, qu'on n'a qu'une seule vie et c'est important à un moment donné de voir que quand on a un comportement qui est nocif, qui nous fait du mal, de voir où est la cause de ça. Donc, ça, bien dit. Moi, dans mon cas, j'aimerais pointer du doigt un aspect qu'on vit toujours, qui est source de toxicité chez les parents. C'est cette histoire de parents recomposés qui se multiplient. Ça se multiplie. Du coup, la forme de parents recomposés, de famille recomposée, c'est cette forme où nous avons soit un papa, une maman qui sont croisés, mais chacun avec ses enfants. Et dans la famille recomposée, on vient encore avoir des enfants. Je t'ai dit. Et là, le problème est que sans le savoir, les parents deviennent toxiques. Quand ils ne font pas attention, les deux parents deviennent toxiques. Parce que, déjà... Je te laisse continuer dans cette toxicité de parents recomposés juste après la pub. Troisième et dernière partie, malheureusement, de cette belle émission qui parle justement des conflits parents-enfants. On va essayer au mieux de trouver des solutions pour aider ces familles qui traversent des difficultés et ces enfants qui en veulent à leurs parents, souvent sans le vouloir, sans le savoir. Mais il y a des solutions à tout. Et nous sommes avec 3 professionnels, je le répète, qui sont Nikes Kwasi, Maëlia Bedri et Stéphanie Méral, qu'on applaudit. Alors, tu disais quoi tout à l'heure en parlant des familles recomposées? En parlant des familles recomposées, je disais qu'une fois que la famille est recomposée, bien des fois, le père ou la mère ne fait pas attention, mais devient un parent toxique. Parce qu'on sait que dans la famille recomposée, il peut naître de nouveaux enfants. Du coup, les nouveaux enfants peuvent apporter un nouveau souffle d'amour dans le cœur des parents qui inconsciemment vont s'investir, comme au premier jour. Au premier jour d'être parents. Et du coup, les plus grands qui sont là peuvent se sentir un peu lésés. C'est ça, abandonnés. Comme il n'y a pas de communication, comme on le disait, tout est la base de communication. Comme il n'y a pas de communication et qu'on n'explique jamais rien, surtout sous nos tropiques, ici en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire, que je connais très bien, du coup, l'enfant, il grandit avec ses ressentiments qui sont forcément pas positifs
Et donc, du coup, arrivé au moment où il se croit émancipé, c'est là qu'on va avoir le choc on va dire des visions entre ce dernier et les parents en question. Donc, une toxicité des parents vient de ce fait-là. Il y a un problème aussi qui se passe beaucoup en Afrique. Bon, peut-être dans le monde, je ne connais pas, mais c'est pour mon pays. C'est-à-dire que il y a des femmes qui vont chercher des messieurs qui sont amoureuses. Elles ont eu un foyer qui est gâté, c'est pas grave, ça arrive. Mais elles sont allées chercher un monsieur. Et le monsieur, il commence à avoir des yeux sur elle, sa fille. Mais Jean, elle, sa fille adolescente. Donc le monsieur, lui, il aime les jeunes filles chics qui ont ventre plat, comme un peu les invités. Ben, nous, on a les gros ventres. Donc dans ça, la femme, au lieu d'insulter son mari ou bien de chasser le monsieur, à cause d'amour, elle va commencer à en vouloir à sa fille. Et sa fille devient un obstacle. Elle veut l'allumer maintenant dans le foyer. Ça devient problème sur elle. Or là, ça ne peut pas aller. Donc la fille, elle est habituée à sa maman, à l'amour de sa maman. Ce n'est pas une fille qui connaît la rue. Elle commence maintenant à aller chez sa copine, dormir chez sa copine. Ils vont l'encourager à faire des choses. Et elle se retrouve dans un monde qui n'est pas le sien. C'est un moment-là, c'est pour elle, c'est comment? C'est un amour toxique ou bien dans leur Congo, là, c'est gâté. Je ne comprends pas. Un monsieur peut pas être aimé plus que ton propre enfant que tu as accouché. Il y a des exemples comme ça. Il y a des mamans qui, effectivement, choisissent leur copain au détriment de leur propre fille. Voilà. Elle dit, mais tu es déjà âgé, j'ai fait tout pour toi. Ton papa, il y a des gens qui disent, est-ce que ton papa même a fait ça pour toi? Je fais pour toi, ton papa ne fait rien. Tout ce qu'il fait, il me tue. Il y a des mamans, même comme tu dis, elles ont encore envie de vivre leur jeunesse. Elles se disent que, bon, le mari m'a abandonnée, j'ai encore mes enfants, mais je suis encore jeune, belle. Donc, du coup, elles ont envie de vivre leur vie et elles abandonnent leur propre fille ou leurs propres enfants. Est-ce que ça aussi, ça peut être une cause de rébellion? Effectivement, c'est une cause C'est dans vos cabinets. C'est forcément une cause de rébellion parce que tout n'est pas que verbal. Il y a aussi la communication qui est gestuelle. Donc, la mère peut ne pas dire à sa fille que je te reproche telle chose, pourquoi le monsieur a des vues sur toi et autres, mais par sa façon de faire, elle sent que ce n'est plus comme avant. C'est ça. Et comme elle grandit et qu'elle aussi, elle a ses réflexions, elle peut sentir que de façon injuste, elle est vilipendée par sa mère, alors qu'elle n'a pas cherché à, on va dire, aller avec le monsieur. C'est le monsieur qui a ses vues sur elle. Du coup, pourquoi c'est à elle de supporter tout le poids de l'indélicatesse du monsieur? Donc, ça peut être des sources de tension. Il y a aussi le cas des familles recomposées où un des deux parents va déverser sa haine sur l'ex-conjoint en passant par l'enfant. Donc, vous prenez le mari et la femme qui se sont quittés, ils avaient un enfant en commun, et un des deux va se remarier, par exemple, et avoir d'autres enfants. Alors, l'ex-conjoint va se servir souvent de l'enfant pour faire du mal au foyer des gens. Au foyer, voilà. Oui, souvent, et du coup, médicaments dans sa valise. Voilà. Dès que tu attrapes la maman, maintenant son foyer est gâté. Ça, et du coup, en Afrique. Du coup, ce qui se passe en mettant beaucoup de haine dans le cœur de cet enfant, ton père ceci ou ta mère cela, il empêche l'enfant de s'épanouir des deux côtés. C'est ça. Donc en fait, ce parent-là va tellement infuser des choses mauvaises dans le cœur de cet enfant qu'à aucun moment il pourra se sentir aimé par ce nouveau foyer. Et il se peut que cet enfant ne sache... Voilà. Finalement, il n'a pas l'impression d'être aimé par le beau-père ou la belle-mère qui pourrait être très sain et tout faire pour que ça fonctionne. Et pourtant, ça ne fonctionne pas. Parce que de l'autre côté, on est en train de faire une vengeance. Voilà. Alors, c'est vrai qu'en tant que chrétien ou même musulman, on dit qu'il faut apprendre à pardonner, même à son parent, qu'il faut aussi apprendre à honorer son père et sa mère. Mais il y a des cas où, effectivement, l'enfant ne fait pas forcément exprès d'en vouloir, en fait, à son parent, mais c'est une blessure. Alors, dans ce cas-là, comment est-ce que, s'il a les moyens, alors, on va dire plutôt s'il n'a pas les moyens, comment est-ce qu'il peut apprendre à pardonner tout seul? D'abord, est-ce que c'est possible d'apprendre justement d'abord à pardonner tout seul? Ou est-ce qu'il faut se faire aider? Moi, je pense que... Il faut se faire aider. Idéalement, si on reprend le côté où il n'y a pas des moyens, bon, là, techniquement, on a de plus en plus, on va dire, de personnes qui offrent des consultations dans le côté social. Mais si on veut mettre de côté ce truc de consultation, je pense qu'on a aujourd'hui les livres
il y a des vidéos, il y a des choses qui peuvent déjà commencer à nous mettre sur une piste. Mais idéalement, pourquoi en fait un professionnel? C'est parce qu'il est vraiment formé à pouvoir poser... Parce que le professionnel ne va pas donner en tant que tel des conseils, mais il va amener la personne à aller chercher dans certains endroits pour trouver ses réponses. Oui. Et je pense que pardonner, effectivement, ça s'apprend. Mais avant d'arriver au stade de pardonner, il faut déjà, même si le parent n'a pas fait exprès, nous, on a été blessés. Et à ce moment-là, il faut accepter qu'on a été blessés. Et voilà, peu importe si c'était la volonté ou pas du parent, nous, on a ressenti ça. Et une fois que ça, c'est fait, on peut pleurer, on peut ressentir de la colère parce que ce ne sont pas de mauvaises émotions, c'est juste parce qu'à ce moment-là, notre besoin, il n'a pas été nourri. Et on ressent tout ça, mais à partir du moment où on cultive cette colère, c'est là qu'il y a un problème. Mais juste ressentir la colère et apprendre des stratégies pour un peu changer, ne plus prendre les choses personnellement. C'est ça, apprendre à ne pas prendre les choses personnellement. Ça, c'est important. Ça, c'est très Parce que je trouve que, en fait, au final, on va dire que cette mère, elle a été abusive, ce père, il a été abusif. On ne peut pas, malgré toute notre bonne volonté, changer les gens sans qu'eux le veulent. Donc, en fait, ce qu'on apprend... C'est nous-mêmes qui devons changer. C'est ça. Ça nous Même si la mère, elle reste toxique, le père, il reste toxique. Enfin, toxique. Oui. Un comportement toxique. Voilà. C'est à nous, à un moment donné, de décider de se protéger et de dire que, bon, qu'est-ce qu'elle dit ? Ça ne me définit pas. Et de recréer, à travers, par exemple, l'hypnose, le changement au niveau du subconscient ou des thérapies, enfin, de la psychologie et d'autres techniques, de libérer ces émotions-là et de créer ses propres croyances. Et, ça suit tout ça. Moi, je pense et toi, qu'est-ce que tu préconises? Je pense que le pardon personnel, c'est possible. Dans un premier temps, personnellement, au fur et à mesure que le temps passe et que, on prend de l'âge et qu'on prend d'autres considérations plus que d'autres, on peut faire baisser les affects. Les affects, c'est les émotions liées à ce qu'on a vécu de négatif qui nous empêchaient d'avoir des relations saines avec notre parent. Du coup, étant conscient, pour un jeune garçon ou une jeune femme qui est consciente que ce n'est pas sain d'être de mauvais termes avec son parent, déjà, peut commencer à son niveau à chercher à comprendre pourquoi cela a été. Donc, trouver des circonstances atténuantes à ce qui est arrivé et essayer à son niveau personnel déjà de baisser les affects afin que s'il y a une réconciliation possible, ça puisse être de façon Quand tu dis affect, c'est quoi exactement? C'est les émotions liées à ce qu'on a vécu. OK. Voilà, donc ces affects-là, plus ils sont élevés, plus on a tendance à ne pas pouvoir aller vers le pardon. Oui, c'est ça. Voilà, donc de façon personnelle, en comprenant que ce qui arrive, parce que quand on grandit aussi, on se met souvent à la place des parents. Oui, on reproduit. Quand on prend une famille recomposée, la jeune dame peut comprendre que la mère agit comme ça, pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle a été imposée dans un mariage recomposé à un moment donné. Donc, du coup, elle peut relativiser et faire baisser les affects, mais pas oublier ce qui s'est passé. Du coup, l'affect étant baissé, on peut avoir les yeux ouverts pour mieux accepter une démarche de pardon ou bien une démarche de réconciliation qui peut être amorcée par les thérapeutes. En tout cas, moi, je ne suis pas psychologue comme vous, j'aimerais l'être. Mais je pense que moi, j'ai besoin de soins. Mais il faut aussi pointer du doigt des parents qui ont des enfants préférés. Oui. Les parents, les mères ont un super gros problème en Afrique. La plupart, excusez-moi, si c'est mal pris, on respecte nos mamans, mais il faut dire les choses. Elles ont un enfant qu'elles aiment le plus que les autres. Donc toi, tu as te cassé la tête comment là? Elle ne voit pas ça. Peut-être son garçon ou sa fille qu'elle aime. C'est sur la personne. La personne dans laquelle elle fait toutes les bêtises du monde, c'est toi qui vas venir essuyer ça. Elle est prête à se tuer pour l'enfant. Bon, toi, comme ça, quand tu vois cette situation-là, tu n'as rien envie de faire aussi. Tout ce que je vais faire là, c'est zéro. Parce que quand tu vas quitter tu vas prendre mon aide. Demain, c'est pour aller t'asseoir pour me critiquer. Peut-être tu es mon petit frère, ou peut-être tu es ma petite soeur, ou peut-être tu es mon grand frère, ou ma grande soeur. Au final, je suis devenue comme le canard boiteux de la famille. À quel moment le canard boiteux, son argent, il doit bouffer? À quel moment le canard boiteux doit aller chercher l'argent pour te donner? À quel moment le canard boiteux se sent aimé? Parce que jusqu'à un certain âge, l'enfant, quand ses parents sont vivants, il a quand même besoin de savoir que ses parents l'aiment. Comment vous voyez ça? Alors, le canard boiteux, il y en a beaucoup comme ça à Abidjan. Moi, je connais... Les psychologues. J'ai déjà rencontré une situation qui était similaire. Mais il y a quelque chose qui a été dit dedans, c'est que, entre guillemets, l'enfant qui est préféré,
on lui pardonne tout. On lui donne tout. Sauf que, on en a parlé juste un petit peu avant, le fait de tout donner à un enfant, on ne le frustre pas, tout est OK, cet enfant, au final, il ne va pas avoir confiance en lui parce que, limite, on fait tout à sa place, on lui donne tout. Dans sa vie de tous les jours, il va pas pouvoir gérer la frustration. Donc, même dans son groupe d'amis, si quelqu'un ne veut pas quelque chose, veut pas lui donner quelque chose, il va vite se mettre en colère. Au-delà de ça, c'est quelqu'un qui ne va pas apprendre à assumer les conséquences en fait de ses actes. Et tu remarques même que c'est souvent le canard boiteux qui devient même le chef de la famille parce qu'il a été le plus rejeté, mais il a appris justement cette résilience et il aide maintenant celui qui est le plus préféré. Non, sois béni, viens. Tu es béni. On t'a levé, elle ne peut pas m'énerver là. Non, mais est-ce que c'est vrai? C'est vrai, la vérité. En fait, c'est vrai. Oui. Alors, généralement, moi en tout cas dans la situation que j'ai connue, c'est le cas. Mais en même temps, il y a un point que je rejoins, c'est il va aussi souvent grandir avec cette blessure de mes parents m'ont pas, ils ont préféré. Mais n'empêche que cette personne-là, quand elle était petite, on regardait que, on va dire, sa sœur ou son frère. Et du coup, lui, il va se dire, OK, je dois exister par moi-même. C'est ça. Et donc devenir beaucoup plus indépendant, etc. Sauf que, encore une fois, il y a aussi des conséquences parce que grandir avec l'idée que mon père ou ma mère ne m'aimait pas et qu'elle préférait quelqu'un, ça veut dire que moi, j'étais moins bien. Et cette personne, elle a essayé de combler ça. Mais encore une fois, elle a du mal à faire confiance aussi en étant grand. C'est ça. Simplement. Et est-ce qu'on m'aime suffisamment ? Et cette personne va souvent aller sur le paraître, le regard des autres, pour être validée parce qu'elle aurait voulu être validée par exemple par ses parents. Mais encore une fois, à partir du moment où cette personne va remarquer que le regard des autres, c'est pas ce qui va combler, elle va avoir tendance à chercher et à comprendre et à apprendre à se regarder elle-même et se valider elle-même. Donc, est-ce que Stéphanie, tu penses qu'aussi c'est rare en Côte d'Ivoire de s'asseoir, on dit souvent conseil de famille, quand ça ne va pas, on met toujours une personne au milieu pour essayer de régler le problème. Mais est-ce que quelque part aussi on peut mettre en avant les thérapies de famille? C'est mieux. Est-ce que c'est recommandé de faire des thérapies de famille aujourd'hui? Oui, en fait, moi, déjà, ça tombe bien cette question parce que je pratique, parmi mes thérapies brèves, je pratique ce qu'on appelle le Ho'oponopono. Oui. C'est une méthode ancestrale hawaïenne qui consiste à se regrouper une fois dans l'année. Tous les membres de la famille, un peu comme un grand village finalement, puisque c'est une méthode ancestrale, et donc se retrouver une fois dans l'année et partager des « je te pardonne »,« pardonne-moi »,« merci »,« je t'aime ». Wow. Donc imaginez un petit peu ces 4 phrases, comment elles prennent du sens, quand déjà on apprend à se pardonner à soi-même et pardonner aux autres, demander pardon à soi-même et aux autres, remercier et donner de l'amour. Imaginez là qu'on est tous les membres de notre famille et que nous prenions juste le temps de se demander un mutuel pardon, de se dire des « je t'aime », de prendre conscience que chacun a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait et de repartir sur de nouvelles bases. Imaginez si, dans un monde idéal, chacun faisait ça dans sa famille une fois dans l'année. Comment ce serait génial. Quand tu vois ça, les gens ne connaissent pas ça. Parce que la réunion de famille même qui est là, quand on fait la réunion, là, il y a toujours un menteur dedans. Et le menteur, quand tu lui poses question, je ne sais pas de quoi on parle. Pourtant, c'est lui-même qui est le moteur de la sorcellerie de la parole. C'est-à-dire, c'est pas un sorcier, mais sa bouche, là, quand il l'ouvre, là, il va dire, ça va, est-ce que tu sais que ta soeur, là, elle n'est pas bonne, son foyer est comme ça. Est-ce que tu sais que lui, là, son travail est comme ça. Et quand tu vas lui demander, il va jurer sur tout le temps que c'est pas lui. Lui, en général, il ne se sent pas bien. Comme on va, ça va pas, 2 jours là, Donc, tu deviens comme le canard boiteux qui veut régler les problèmes. Parce que toi, tu veux avancer. Tu ne veux pas rester dans cette optique parce que tu as envie d'avancer. Mais si les membres même ne veulent pas avancer, d'autres disent, non, si on fait réunion, un peut mourir. Mais s'il est menteur, il va mourir. Il va mourir, on passe à autre chose. Un floromane, il doit mourir. On ne peut pas continuer d'être dans la famille. Non, mais c'est clair qu'il y a des blessures. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'effectivement, les réunions de famille avec des professionnels, ça permet de pointer du doigt là où il y a le problème. Parce que dès que quelqu'un dit quelque chose, on sait que telle personne, en réalité, elle a un mal par rapport à ça. Oui. Dès que l'autre personne dit, elle a un mal par rapport à ça. Et donc,
tempérer, justement. C'est important Ouais, d'avoir quelqu'un qui puisse tempérer. Et on invite vraiment ceux qui le peuvent, en tout cas, à vraiment faire face à cette situation-là, quoi. Inviter des professionnels. Voilà. Soutenir des enfants violés. Oui. Soutenir nos enfants violés. Moi, j'ai une proche qui a été violée et la maman lui a dit, comme c'est ton oncle, il faut te taire. Il ne faut pas créer scandale dans la famille. Comment elle peut aimer sa maman? Bon. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais ça... Et j'ai envie de Oui, dis-moi, pour terminer. J'ai envie de terminer en vous disant que certaines fois, s'éloigner, c'est aussi une bonne chose à faire. Quand on est dans un environnement toxique, il faut savoir mettre des limites et s'éloigner parce qu'on ne peut pas changer les gens. Si les gens eux-mêmes ne prennent pas conscience qu'ils doivent changer, ne font pas l'effort de changer pour aller mieux, on est tenus nous-mêmes de se protéger, de s'éloigner pour ne pas être affecté. Donc il faut, avec beaucoup d'amour, juste s'éloigner certaines fois. Et c'est sur ces mots que prend fin cette émission. On espère du mieux qu'on peut, en tout cas qu'on vous a aidé. Merci de nous avoir suivis et on se dit à très bientôt pour une nouvelle émission. Bye. Scratch, la chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer.